color of your skin? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? La plupart d'entre nous, les Noirs, ou les nègres, comme ils nous appelaient, pensions être libres. Nous ne nous rendions pas compte que, inconsciemment, nous avions toujours nos chaînes et que bien souvent notre motivation profonde était notre désir de nous faire aimer des Blancs. Malcolm a voulu crever l'abcès lié à ce sentiment d'infériorité. Il savait que ce serait douloureux et qu'il se ferait peut-être tuer pour ça, mais il a pris le risque. Ce qu'il disait dépassait largement ce que les autres leaders de l'époque pouvaient dire. Les autres suppliaient qu'on nous laisse entrer dans la maison de l'oppresseur. Malcolm, lui, nous disait de construire notre propre maison. And I, for one, as a Muslim, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel and how fed up we are without that old compromise and sweet talk, why, you're the one that make it hard for yourself. The white man believes you when you go to him with that old sweet talk, because you've been sweet talking him ever since he brought you here. Stop sweet talking him. Tell him how you feel. Tell him what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up, if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les rues de Harlem ont été le lieu où les Noirs célébraient leur culture et débattaient du problème de la question raciale en Amérique. C'est ici, au milieu des orateurs qui exprimaient les espoirs et la colère de la communauté noire, que Malcolm a parlé publiquement pour la première fois. Quand Malcolm montait sur l'estrade, il ne pouvait même pas parler pendant 4 ou 5 minutes, tellement les gens l'applaudissaient et l'acclamaient. Alors il attendait, acceptant cette marque de respect avant de se mettre à parler. They call Mr. Muhammad a hate teacher because he makes you hate dope and alcohol. They call Mr. Muhammad a black supremacist because he teaches you and me not only that we're as good as the white man, but better than the white man. Yes, better than the white man. You are better than the white man. And that's not saying anything. That's not saying, you know where just to be equal with him. Who is he to be equal with? You look at his skin. You can't compare your skin with his skin. Why, your skin look like gold beside his skin. There was a time when we used to drool in the mouth over white people. We thought they were pretty because we were blind. We were dumb. We couldn't see them as they are. But since the Honorable Elijah Muhammad has come and taught us the religion of Islam, which has cleaned us up and made us so we can see for ourselves, now we can see that old pale thing to look exactly as he looked. Nothing but an old pale thing. On n'avait pas l'habitude de se faire traiter de diables et d'oppresseurs dans nos belles villes des États du Nord.
Il parlait au nom de la masse silencieuse des Noirs sur les stations radio des diables. C'était un acte de guerre. Pour faire passer son message à tous les Noirs américains, Malcolm puise dans sa propre expérience. Il prêche par fables et paraboles. Plus tard, dans son autobiographie écrite avec Alex Haley, il cherchera à contrôler la façon dont sa vie sera interprétée par les générations futures. J'aimais bien la façon qu'il avait de se résumer. Il disait « Je suis fait de tout ce que j'ai fait ». Il voulait dire par là qu'il avait beaucoup appris de sa jeunesse difficile. Et c'est la synthèse de tout ça qui avait donné naissance à Malcolm, le porte-parole de Nation of Islam. You were born in Omaha, is that right? Yes, sir. And your family left Omaha when you were what, 1 year old? I imagine about a year old. And why did they leave Omaha? Well, to my understanding, the Ku Klux Klan burned down one of their homes in Omaha. They had a lot of Ku Klux This made your family feel very unhappy, I'm sure. Well, insecure, if not unhappy. So you must have a somewhat prejudiced point of view, a personally prejudiced point of view. In other words, you cannot look at this in a broad academic sort of way, really. I think that's incorrect because despite the fact that that happened in Omaha, and then when we moved to Lansing, Michigan, our home was burned down again. In fact, my father was killed by the Ku Klux Klan. And despite all of that, no one was more thoroughly integrated with whites than I. No one has lived more so in the society of whites than I. On était les seuls enfants noirs du quartier. Derrière notre maison, il y avait un petit bois et les gamins blancs venaient s'amuser chez nous. Malcolm disait « Allez, on joue à Robin des Bois ». Et on filait tous là-bas. Malcolm était toujours Robin. Et tous les petits blancs suivaient le mouvement. Malcolm disait que des 7 enfants de Earl et Louise Little, il était le plus clair de peau. La raison en était, ajoutait-il, qu'un blanc avait violé sa grand-mère maternelle. En 1929, le garçonnet a 4 ans quand son père, charpentier et prêcheur, décide que la famille emménagera à Lansing, dans le Michigan. 3 mois après leur installation, leurs voisins blancs entament une action en justice pour les faire expulser. Le juge du comté déclare que la ferme et son terrain sont strictement réservés aux blancs. Mais Earl Little refuse de partir. À l'époque, dans le Michigan, le Ku Klux Klan compte au moins 70 000 membres, soit 5 fois plus que dans le Mississippi. Malcolm et sa famille font l'expérience quotidienne de l'hostilité des Blancs. On dormait tous et brusquement, on a été réveillés par un grand boom. Toute la maison était en flammes. On s'est mis à courir dans tous les sens en se rentrant dedans. La maison a été réduite en cendres. Les pompiers ne sont jamais venus. Tout a complètement brûlé. Earl Little accuse des Blancs d'avoir mis le feu à sa maison. Mais c'est lui qui est arrêté. La police le soupçonne d'incendie volontaire. Les poursuites seront finalement abandonnées. Dans la ville où on a grandi, les Blancs parlaient de nous en disant « ces crâneurs de nègres » ou « ces petits malins de nègres des quartiers sud de la ville ». À l'époque, quand un Blanc traitait un Noir de petit malin, c'était une façon de dire « celui-ci, il faut s'en méfier, il n'est pas stupide ». Mon père était farouchement indépendant. Il refusait de devoir sa nourriture à qui que ce soit. Il ne voulait pas que d'autres exercent une autorité sur ses enfants. L'autorité, c'était lui. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. The real names of our people were destroyed during slavery. Was there any line
any point in the genealogy of your family when you did have to use the last name, and if so, what was it? The last name of my forefathers was taken from them when they were brought to America and made slaves. And then the name of the slave master was given, which we refuse. We reject that name today. You mean you won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was? I never acknowledge it whatsoever. En 1931, Malcolm a 6 ans. Un jour de septembre, sa mère a un mauvais pressentiment. On était en train de dîner tous ensemble à la maison. Ma mère tenait Wesley, mon plus jeune frère, sur ses genoux. Peut-être qu'elle l'allaitait. En tout cas, elle s'est endormie avec le bébé dans les bras. Mon père est allé dans la chambre pour se laver avant de descendre en ville chercher de l'argent. Et ma mère s'est réveillée en sursaut et lui a dit « Earl, ne va pas en ville, tu ne reviendras pas. » Ce même soir, vers 23h, on découvre le corps de Earl Little dans un quartier isolé en périphérie de Lansing. Il a été quasiment coupé en deux par les roues d'un tramway. Pour la police, il s'agit d'un décès accidentel. Ça n'a jamais été tiré au clair. À l'époque, beaucoup de gens ont pensé qu'Earl Little n'avait pas été écrasé accidentellement, mais plutôt qu'on l'avait poussé sous le tram. La mort de mon père a provoqué un bouleversement profond dans la famille. Il représentait l'autorité et la force. Grâce à lui, nous étions une famille organisée. Quand on sortait de l'école avec mes frères et mes sœurs, on filait tout droit à la maison pour travailler dans le jardin, nettoyer le poulailler. Le matin, on allait pomper de l'eau, ce genre de choses. Tout ça, c'était du temps de papa. Si on ne le faisait pas, on se prenait une fessée. Alors, on obéissait. Et puis, mon père a été tué. Et comme ma mère ne courait pas aussi vite que Malcolm et moi, on s'est mis à faire plein de choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant. La discipline s'est relâchée. Pendant la crise de 1929, Louise Little a financièrement de plus en plus de mal à élever ses 7 enfants. C'est d'ailleurs une des choses qui l'ont brisée. Plus le temps passait, plus elle était usée. Pendant les 7 ans qui suivent, Louise Little se replie de plus en plus sur elle-même. En 1938, 2 jours avant Noël, les médecins diagnostiquent une paranoïa et la font interner à l'hôpital de Kalamazoo. Elle y restera 26 ans. Un juge disperse les enfants Little. Les plus jeunes sont placés dans des foyers d'accueil à Lansing même, et Malcolm, alors âgé de 13 ans, est envoyé dans une communauté blanche à 15 km de là. In the past, the greatest weapon the white man has been his ability to divide and conquer. If I take my hand and slap you, you don't even feel it. It might sting you because these digits are separated. But all I have to do to put you back in your place is bring those digits together. En 4e au lycée de Lansing, dans le Michigan, il était le seul noir de sa classe et l'un des rares noirs de toute l'école. Or, il n'avait que de très bonnes notes. Il a même été désigné chef de classe, alors que tous ses camarades étaient blancs. Il fallait qu'il soit exceptionnel pour réussir tout ça. Ensuite, il a quitté l'école pour partir à Roxbury, dans le Massachusetts, où il a découvert ce qu'on pourrait appeler le monde de l'arnaque. Puis, en 1942, il emménage à Harlem. À 17 ans, il commence à traîner dans le milieu des boîtes de nuit et des escrocs à la petite semaine.
À cette époque, il disait « Je n'arriverai jamais à rien en étant portier, en vendant des sandwichs dans le train ou en cirant les chaussures. Ça ne mène nulle part. » On a raconté qu'il se prostituait. Il traînait dans la rue, mais il ne se prostituait pas. C'était un arnaqueur, un escroc. Quand les Blancs venaient à Harlem en quête de femmes noires, il leur arrangeait l'affaire. S'ils voulaient du whisky de contrebande ou de la drogue, il savait où en trouver. Il savait ce que ces hommes voulaient et où se le procurer. Il gagnait de l'argent en faisant l'intermédiaire. C'est comme ça qu'il a commencé. En revenant sur cette période de sa vie, Malcolm X dirait ensuite qu'il n'y avait que 3 choses qui l'inquiétaient: la prison, un boulot et l'armée. Pour ne pas être enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale, il affirme devant le Conseil de révision qu'il veut apprendre aux soldats noirs à tuer des Blancs. Il est déclaré inapte par l'armée. Mais le jeu, la drogue et la vie nocturne à Harlem coûtent cher. Il se fait arrêter 2 fois pour des délits mineurs. Quand il part pour Boston en 1945, il monte un gang qui cambriole les demeures de familles riches. Les autres membres sont Malcolm Jarvis, la petite amie blanche de ce dernier, et 2 autres femmes, blanches également. Une des filles savait que les propriétaires se trouvaient en Floride et que la maison était vide. On a pris des trucs de valeur que Malcolm est allé porter chez un prêteur sur gage parce qu'il avait besoin d'argent pour jouer. Mais au bout de 2 semaines, on s'est fait prendre parce qu'il a commis l'erreur d'aller récupérer une montre volée qui valait plus de $1000. Et là, il s'est fait arrêter par 3 policiers. Malcolm Little, Malcolm Jarvis et les 3 femmes sont accusés de cambriolage avec effraction. Le fait que des Noirs se soient associés à des femmes blanches est une circonstance aggravante. Les femmes déclarent que Malcolm Little les a obligées à participer au cambriolage. Les 2 hommes sont condamnés à la peine maximum, 8 à 10 ans dans une prison d'État. À 20 ans, Malcolm Little devient le détenu matricule 22843. To have once been a criminal is no disgrace. To remain a criminal is the disgrace. I formerly was a criminal. I formerly was in prison. I'm not ashamed of that. You never can use that over my head. And that he's using the wrong stick. I don't feel that stick. They charged Jesus with sedition. Didn't they do that? They said he was against Caesar. They said he was discriminating because he told his disciples, go not the way of the Gentiles, but rather go to the lost sheep. Go to the people who don't know who they are, who are lost from the knowledge of themselves, and who are strangers in a land that is not theirs. Go to those people. Go to the slaves. Go to the second-class citizens. Go to the ones who are suffering the brunt of Caesar's brutality. And if Jesus were here in America today, he wouldn't be going to the white man. The white man is the oppressor. He would be going to the oppressed. He would be going to the humble. He would be going to the lowly. He would be going to the rejected and the despised. He would be going to the so-called American Negro. En prison, Malcolm organise des paris clandestins et continue de se droguer. Spirituellement, il remet en cause l'existence de Dieu. Ses codétenus le surnomment Satan. En même temps, encouragé par un prisonnier noir plus âgé, il commence à lire et à suivre des cours d'anglais. Malcolm described vividly prison life. Il a décrit sa vie en prison de façon très imagée, disant qu'il était solitaire et borné, mais qu'il lisait énormément. Il a beaucoup écrit aussi. Pendant un temps, il m'a écrit toutes les semaines.
every week. Pendant sa 2e année en prison, ses frères et sœurs lui parlent dans leurs lettres de ce qu'ils appellent la religion naturelle de l'homme noir. Une religion qui enseigne que les Noirs sont les hommes originels, que Dieu est noir et porte le nom d'Allah. Il lui explique qu'ils ont rejoint le mouvement Nation of Islam et sont devenus des disciples de l'honorable Elijah Muhammad, le messager d'Allah. I think Islam is one of the greatest religions of all time for our people in America. The so-called American Negro have to be completely re-educated. And Islam gives him that qualification that he can feel proud and does not feel ashamed to be called a black man. Dans leurs lettres, les frères et sœurs de Malcolm lui disent également que les Noirs d'Amérique sont membres d'une tribu perdue qui sera bientôt délivrée de l'esclavage et que d'après Elijah Muhammad, les Blancs sont une race de diables dont la domination est sur le point de s'achever. Ça lui a tout de suite plu, à l'exception d'un point qu'il n'arrivait pas à comprendre, le fait que les Blancs étaient des diables. Malcolm a écrit à Elijah Muhammad, qui lui a répondu en citant un extrait des Écritures. Puis, il lui a donné la clé, la Bible et la référence. Tout ce dont parle la Bible se passe actuellement sur Terre. On n'avait pas besoin d'aller en enfer, puisqu'on vivait l'enfer sur Terre. C'était l'homme blanc qui nous faisait vivre cet enfer. C'était un enseignement très convaincant, d'autant plus qu'il s'appuyait sur les récits des Blancs eux-mêmes. Malcolm lit énormément. Des ouvrages sur l'histoire, la philosophie et la religion. De grands auteurs comme Shakespeare, Socrate ou Ésope. Et également le sociologue noir William Edgar Dubois, ainsi que des biographies de Gandhi et de Nat Turner, un esclave noir ayant initié une révolte au XIXe siècle. En lisant, il a appris comment des chrétiens blancs avaient lynché des chrétiens noirs, comment des chrétiens blancs étaient devenus des esclavagistes. Et à force de lire et d'étudier, il a fini par se rendre compte que si le diable existait vraiment sur cette terre, c'était l'homme blanc. Elijah Muhammad lui écrit de se soumettre à Allah, mais Malcolm est réfractaire à toute idée de soumission. Il lui faudra une semaine entière avant d'accepter l'idée de s'incliner pour prier. Un peu plus tard, le jeune homme s'inscrit dans le groupe de discussion de la prison pour répandre la parole d'Elijah Muhammad. Il débat alors avec des universitaires venus de Harvard et du MIT. C'est à ce moment-là que son nom a commencé à circuler dans toute la population carcérale et que les détenus se sont mis à assister au débat, la plupart par curiosité, juste pour l'écouter parler. Le 7 août 1952, Malcolm est libéré après 6 ans et demi passés en détention. Un mois plus tard, il est accepté au sein de Nation of Islam. Malcolm Little devient alors Malcolm X. How did you happen to join the Muslim movement? I was in prison. I was a very wayward, criminal, backward, illiterate, uneducated, and whatever other negative characteristics you can think of type of person until I heard the teachings of the Honorable Elijah Muhammad. And because of the impact that it had upon me in giving me a desire to reform myself and rehabilitate myself for the first time in my life, and also being able to see the effect that it had upon others, this is what made me accept it. And I noticed that after being exposed to the religious teachings of the Honorable Elijah Muhammad, immediately it instilled within me such a high degree of racial pride and racial dignity that I wanted to be somebody, and I realized that I couldn't be anybody by begging the white man for what he had, but that I had to get out here and try and do something for myself or make something out of myself.
La première fois que je l'ai vu, c'était chez mon père, l'honorable Elijah Muhammad. J'ai vu un homme grand, mince, jeune, le teint un peu brique. On ne s'était jamais vu, mais il m'a fait un grand sourire en disant « Ah, c'est Wallace ». J'étais heureux de faire sa connaissance parce que j'avais beaucoup entendu parler de lui, moi aussi. Il répétait « le fils du messager ». C'était presque comme si j'avais été le messager lui-même. En moi, ce n'était pas Wallace qu'il voyait, mais le fils du messager. À sa sortie de prison, Malcolm débordait d'énergie et ça tombait à pic. Quand il est arrivé à Détroit, il a été surpris de voir que si peu de gens connaissaient cet enseignement. Il a dit « Je suis étonné de voir autant de sièges vides. Cette salle devrait être bondée. » Ce genre d'attitude plaisait beaucoup à l'honorable Elijah Muhammad. Au début des années 1950, Nation of Islam est inconnue de la plupart des Noirs américains. L'organisation compte à peine 400 membres. Malcolm est envoyé faire des conférences dans tout le pays. En l'espace de 2 ans, il contribue à l'ouverture de mosquées à Boston, Hartford et Philadelphie. Elijah Muhammad le nomme alors ministre du temple le plus important de la côte Est, la 7e mosquée de Harlem. Monsieur Muhammad savait que Malcolm avait de l'expérience, qu'il connaissait New York et qu'il était l'homme de la situation par sa couleur de peau, sa taille, son éloquence et son maintien. Il faut prendre tout ça en compte quand on choisit un orateur. New York était une ville internationale, il fallait y envoyer le meilleur. C'est pour ça que M. Muhammad l'a choisi. Les Blancs n'ont pas le droit d'entrer dans les mosquées musulmanes d'Amérique. Les membres de Nation of Islam s'efforcent de bâtir une communauté autonome, fondée sur des règles strictes et une obéissance absolue. L'organisation ouvre des écoles pour les enfants où l'on enseigne les mathématiques, les sciences, l'histoire et l'arabe. Les femmes étudient la nutrition, apprennent comment élever leurs enfants et s'occuper de leur mari. Aux hommes, on enseigne la responsabilité parentale, l'histoire et la religion. Baptisé Fruit of Islam, fruit de l'islam, le corps d'élite de l'organisation est formé aux méthodes de combat rapprochées. Il est chargé de veiller à la sécurité des mosquées et de punir ceux qui s'élèvent contre la parole du messager. Quand je suis allé chez des familles musulmanes, j'ai été surpris de voir à quel point elles avaient foi en Elijah Muhammad et en Malcolm. Un jour, j'ai demandé à un père, « Que feriez-vous si votre fils vous annonçait qu'il renonce à la religion musulmane ?» Il m'a répondu, « Je le mettrai à la porte et je lui interdirai de revenir. » Plus tard, j'en ai parlé à Malcolm qui m'a dit « Il le pense, il le ferait. » J'ai dit « Sans se soucier de son fils ?» Non, parce que c'est à Elijah Muhammad qu'il a prêté serment. Pour faciliter l'expansion du mouvement, Malcolm fonde un journal baptisé Muhammad Parle et persuade d'autres journaux noirs de publier une chronique hebdomadaire du messager. Sa force, c'était qu'à partir du moment où il croyait en quelque chose, il y consacrait toute son énergie. Il était devenu un accro au travail, il trimait jour et nuit. À 32 ans, après avoir consacré 5 années de sa vie à Nation of Islam, Malcolm demande à Elijah Muhammad d'approuver son mariage avec sœur Betty Hicks, une jeune diplômée universitaire, membre de la 7e mosquée de Harlem. Dans les années qui suivent, les exigences de son ministère laissent peu de place à la vie de famille.
Quand j'arrivais à lui mettre la main dessus, il faisait parfois la lecture à nos filles. Elle lui demandait toujours de recommencer l'histoire depuis le début. Elles attendaient la dernière page et réclamaient « Lis-la encore ». Alors il s'est mis à inventer des fins différentes. Malcolm fait désormais partie du premier cercle de Nation of Islam. Il est le représentant le plus visible d'Elijah Muhammad. Ce dernier lui fait une entière confiance et des milliers de Black Muslims lui sont fidèles. D'une certaine façon, Malcolm a trouvé un père et Muhammad un autre fils. Une nuit d'avril 1957, un noir musulman est passé à tabac par des policiers new-yorkais. Souffrant d'une fracture du crâne, Johnson Hinton est enfermé dans une arrière-salle d'un commissariat de Harlem. Quand le bruit court qu'il est mourant, Malcolm fait descendre les Black Muslims dans la rue, où ils sont rejoints par d'autres habitants de Harlem. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer à Harlem cette nuit-là, tellement l'atmosphère était chargée d'électricité. La situation était explosive. Malcolm exige que Johnson Hinton reçoive des soins. Après de longues négociations, la police accepte de le faire transporter à l'hôpital de Harlem. Malgré cela, les Black Muslims refusent de partir. Un sergent est sorti pour tenter de disperser les Noirs rassemblés de l'autre côté de la rue. Malcolm est sorti à son tour et lui a dit « Vous n'y arriverez pas, ils ne bougeront pas si c'est vous, je vais les faire partir ». Il s'est avancé sur la première marche, il a fait un signe de la main et ils se sont tous éloignés. Un commissaire présent sur les lieux aura cette réflexion « C'est trop de pouvoir pour un seul homme ». Malcolm porte plainte contre la municipalité et obtient les dédommagements les plus importants jamais payés par la ville. Ils se sont rendus compte que si un homme pouvait disperser une foule immense d'un seul geste de la main, il pouvait aussi rassembler cette même foule et causer de gros ennuis si ça lui chantait. À partir de ce moment, les services de police et les hommes politiques de New York ont compris qu'ils allaient devoir compter avec lui. Good evening, I'm Mike Wallace. Last week on Newsbeat, our 6:30 news program here on Channel 13, we presented a 5-part series which we called The Hate That Hate Produced. A study of the rise of black racism, of a call for black supremacy among a small but growing segment of the American Negro population. We have come to hear and to see the greatest and the wisest and most... Ce documentaire de 1959 est le premier reportage télévisé sur les activités internes de Nation of Islam. Malcolm y voyait une occasion à ne pas manquer, un avis qu'Elijah Muhammad ne partageait pas. Monsieur Muhammad lui avait dit non. Il pensait que ça irait à l'encontre du travail qu'on essayait d'accomplir. Ça n'a pas plu à Malcolm. Sur le coup, il n'a pas insisté, mais il a continué à demander à Monsieur Muhammad s'il pouvait le faire, jusqu'à ce que Monsieur Muhammad finisse par accepter. I charge the white man with being the greatest liar on earth. I charge the white man, ladies and gentlemen of the jury, with being the greatest murderer on earth. I charge the white man with being the greatest adulterer on earth. So therefore... Here was this auditorium. La salle était bondée. Il y avait des milliers de gens, membres d'une organisation dont je n'avais jamais entendu parler. Au début, j'ai eu du mal à croire à tout ça. Et bien sûr, quand l'émission est passée, les New-Yorkais, car c'était une diffusion locale, n'en sont pas revenus. Ce mouvement, les Black Muslims, les Blancs New-Yorkais, n'en savaient absolument rien. Minister Malcolm X, as he addresses a non-Muslim audience. How could so few
white people rule so many black people? This is the thing you should want to know. How could so few? The white man today will tell you that thousands of years ago, the black man in Africa was living in palaces. The black man in Africa was wearing silk. The black man in Africa was cooking and seasoning his food. The black man in Africa had mastered the arts and the sciences. He knew the course of the stars in the universe before the man up in Europe knew that the earth wasn't flat. Is that right or wrong? Si l'émission contribue à attirer de nouveaux convertis, les positions racistes de Nation of Islam choquent l'Amérique blanche et une grande partie de la communauté noire. Preaching of racial hatred and racial advantage and the bigotry involved is a bad thing whether it's colored or white. Now, for years the NAACP has been opposed to white extremists preaching hatred of Negro people, and we are equally opposed to Negro extremists preaching against white people simply for the sake of whiteness. Pour la plupart des partisans du mouvement des droits civiques, l'intégration est la meilleure façon de régler la question raciale en Amérique. De son côté, Malcolm prêche que les Noirs sont capables de résoudre leurs problèmes sans l'aide des Blancs. They're passing the basket through the crowd, and I think everybody standing here should put $1 in that basket. Don't you think you should? Sure, these are freedom dollars, brother. We're not asking you to give us some money to make us rich. We put up businesses. The Honorable Elijah Muhammad has set up more businesses than any black man in America. Grâce à son vaste réseau d'entreprises, Nation of Islam est devenu le plus grand empire commercial exclusivement noir des États-Unis. Au début des années 1960, Nation of Islam était à son apogée. On ouvrait des restaurants et des épiceries. Le journal Muhammad Parle rivalisait avec les autres journaux noirs. Malcolm passait très souvent à la télé. Et nous étions fiers de lui parce qu'il représentait parfaitement l'honorable Elijah Muhammad et Nation of Islam. Les membres de Fruit of Islam ne s'entraînaient plus seulement dans des petits locaux. On les voyait par centaines dans les rues de grandes villes comme Chicago, New York et Los Angeles. La présence de plus en plus importante de Fruit of Islam attire l'attention de la police. Confrontations et arrestations se multiplient. Malcolm laisse entendre que les membres de Fruit of Islam agiront toujours dans le respect de la loi, mais qu'ils n'hésiteront pas à se défendre en cas d'agression. Dans toutes les villes américaines, les services de police sont bien décidés à contenir les Black Muslims. Un nouvel affrontement a lieu à Los Angeles au printemps 1962. 2 membres des Black Muslims qui livraient du linge sont contrôlés par des policiers. La situation dégénère et quelques heures plus tard, la police donne l'assaut à la mosquée. 8 hommes sont blessés par balles, un policier et 7 Black Muslims. Le secrétaire de la mosquée, Ronald Stokes, a été tué à bout portant. Je suis arrivé à la mosquée de Los Angeles après la fusillade. Les gens étaient consternés. Malcolm marchait de long en large et secouait la tête en répétant « Ils le paieront, ils le paieront ». This didn't come as a great surprise to us, the fact that they would resist our police officers and cause trouble, because we have been watching this group for a long time, and I think Chief Parker warned some time ago that we might have trouble with them. Le Los Angeles Times parle d'une émeute provoquée par des Black Muslims et d'une fusillade désordonnée. Pourtant, il n'a jamais été prouvé qu'aucun coup de feu ait été tiré par les Black Muslims. De son côté, Malcolm appelle les églises et les organisations de défense des droits civiques à former un front uni pour dénoncer les brutalités policières. Let us remember that we are not brutalized because we're Baptists.
We're not brutalized because we're Methodists. We're not brutalized because we're Muslims. We're not brutalized because we're Catholics. We're brutalized because we are black people in America. I'm telling you, they came out of those cars and we have enough witnesses to hang them with their guns smoking. Chief Parker knows this, Mayor Yardy knows this, and every police official in the city knows that. They didn't fire no warning shots in the air. They fired warning shots point blank at innocent, unarmed, defenseless Negroes. As I say, 2 of the brothers were shot in the back. Another was shot in the shoulder. Another was shot, 2 of them were shot, excuse the expression, through the penis. Let me tell you something, and I'll tell you why you say we hate white people. We don't hate anybody. We love our own people so much, they think we hate the ones who are inflicting injustice against them. L'agent Donald Weiss, qui a abattu Ronald Stokes, déclare qu'il savait que celui-ci n'était pas armé, mais qu'il avait levé les mains d'une façon menaçante. Après 23 minutes de délibération, le jury exclusivement blanc déclare que le policier a tiré sur Stokes en état de légitime défense. 14 Black Muslims sont mis en examen pour coups et blessures. 11 d'entre eux sont reconnus coupables et condamnés à des peines de prison. Les événements de la mosquée de Los Angeles font ressortir les divergences croissantes entre Malcolm X et Elijah Muhammad. Le messager assure qu'Allah vengera la mort de Stokes. Malcolm, lui, demande justice devant un tribunal. If it were possible for them to get a fair trial, there would be no necessity for a trial at all. These are the victims of police bullets. And you don't take the victim in court as a criminal. You take the one who shot the victim in court. And it is the police who should be on trial here in Los Angeles. Pour Malcolm, ce n'était plus Dieu qui allait nous débarrasser des Blancs. Il était de plus en plus convaincu qu'il fallait les traduire en justice pour établir leur culpabilité, conformément à la loi de ce pays. Ce n'était pas notre conception des choses. Nous pensions que nous étions un peuple divin et que nous serions un jour délivrés et investis de l'autorité par Allah. Pour éviter d'autres confrontations avec les autorités de Los Angeles, Elijah Muhammad convoque Malcolm à une réunion chez lui, à Chicago. Elijah Muhammad lui a dit très fermement « Si tu avais réagi de la bonne façon, si tu avais davantage foi en Allah, Ronald Stokes serait encore en vie. » Il lui a vraiment fait la leçon. Malcolm n'a rien répondu. Il l'a juste écouté. Monsieur Muhammad lui a dit « Nous avons perdu un homme. Je ne t'ai jamais dit qu'on ne perdrait personne. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. » Ils ont eu tort, mais si j'envoie mes disciples affronter ces gens à Los Angeles, que ce soit clandestinement ou au grand jour, ils se feront massacrer. Et ça, je refuse. Ça n'a pas plu à Malcolm. Dans les mois qui suivent, la confiance de Malcolm en son leader spirituel est encore un peu plus entamée par des bruits qui courent sur la vie privée d'Elijah Muhammad. Une fois par mois, il allait à Chicago porter de l'argent à Elijah Muhammad. Il passait toujours par l'entrée de service.
Ce jour-là, quand il est arrivé, il y avait 3 jeunes filles qui cognaient à la porte en criant « Ouvrez-nous, on a besoin d'argent pour acheter à manger. Nos enfants manquent de ceci ou de cela. » Il a tout de suite senti qu'il arrivait au mauvais moment. Pendant longtemps, il a refusé d'écouter les rumeurs qui prétendaient qu'Elijah Muhammad avait eu 8 enfants avec 6 de ses secrétaires. Cette fois, il décide de poser la question au fils du messager. Je lui ai répondu, oui, je suis au courant. Parfois, on voit les choses, mais on refuse de les admettre. Alors on les rejette de son esprit. Je sais que mon père a eu des relations avec ses secrétaires parce que j'ai vu leurs enfants. Je l'ai vu avec des enfants et je suis sûr d'avoir compris que c'était les siens. Mais je n'ai jamais voulu l'accepter consciemment. Je n'ai jamais voulu le reconnaître. Jamais. It gives me great pleasure and an honor and a privilege at this time to introduce to you and present to you the messenger of Allah, your and my beloved leader and teacher, the most honorable and humble Elijah Muhammad. En public, les 2 hommes semblent toujours aussi proches. En privé, la foi a cédé la place aux soupçons. Une relation que les problèmes de santé d'Elijah Muhammad viennent encore compliquer. La popularité de Malcolm allait croissant. Monsieur Muhammad était malade. Il souffrait de bronchite chronique et ne participait plus aux grands meetings qu'une fois ou 2 par an. Le reste du temps, c'était Malcolm qui se déplaçait. C'est grâce à Malcolm que Nation of Islam s'est développé dans tout le pays. Personne ne demandait à Elijah Muhammad de s'exprimer. C'était Malcolm qu'il voulait. Naturellement, Malcolm s'est engagé encore plus à fond dans la lutte pour les droits civiques et s'est mis à tenir le discours qu'on attendait davantage d'un défenseur des droits civiques que d'un disciple de l'honorable Elijah Muhammad. C'est grâce à ça que le porte-parole de Nation of Islam, Malcolm X, a pu s'exprimer dans la presse et à la télévision pour déclarer que la seule option à ses yeux était la séparation. As Muslims, we believe that separation is the best way and the only sensible way, not integration. But on the other hand, when we see our people being brutalized by white bigots, white racists, we think that they are foolish to allow themselves to be beaten and brutalized and do nothing whatsoever to protect themselves. If a dog is biting a black man, the black man should kill the dog. Whether the dog is a police dog, a hound dog, or any kind of dog. If a dog is fixed on a black man, when that black man is doing nothing but trying to take advantage of what the government says is supposed to be his, then that black man should kill that dog or any two-legged dog who fixed the dog on it. On était chez le glacier en face de chez lui et on discutait de relations entre les races en Amérique. Et Malcolm m'a demandé « C'est quoi ta solution ?» Il ne me demandait pas conseil, il voulait juste me mettre dans l'embarras. À l'époque, j'étais complètement sous le charme de Martin Luther King, qui défendait l'idée d'une société où la couleur ne serait plus un handicap, sans pour autant disparaître. Malcolm m'a regardé et m'a dit « Tu rêves, je n'ai pas le temps de rêver. » The goal of Dr. King is full equality and full rights of citizenship for Negroes. The goal of Dr. Martin Luther King is to give Negroes a chance to sit in a segregated restaurant beside the same white man who has brutalized them for 400 years. The goal of Dr. Martin Luther King is to get Negroes to forgive the people who have brutalized them for 400 years by lulling them to sleep and making them forgetting what those whites have done to them. But the masses of black people in America today don't go for what Martin Luther King is putting down. As you said in one of your articles, it's psychologically insecure, or something of that sort. I forget how you put it.
supported it. But you didn't endorse what Martin Luther King was doing yourself. I do not reject his goals of full integration and full equality rights for American citizens. Do you reject these goals? If you don't think that he's walking on the right road, I'm quite sure you don't agree that he'll get to the right place. We shall En août 1963, 250 000 Américains se rassemblent pour la Grande Marche sur Washington, conduite par Martin Luther King. Malcolm est venu nous voir et nous a parlé de la marche sur Washington. S'il y a une chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il argumentait toujours ses propos. Il a apporté un article en nous disant « Je sais de quoi je parle. Qui paie la facture des droits civiques ?» Il a dit « Les anges sont blancs ». Et il a ajouté « Il faut que vous vous battiez et que vous descendiez dans la rue. » Mais l'intégration marquera fatalement un ralentissement du combat. Il a fait la comparaison avec une tasse de café très chaud. Dès qu'on rajoute du lait dedans, il tiédit. Parfois, sa façon d'analyser les choses était drôle, mais ça faisait toujours mouche. 19 jours après la grande manifestation à Washington, une bombe explose dans une église baptiste de Birmingham, en Alabama. 20 personnes sont blessées et 4 fillettes sont tuées. Une église avait été visée. 4 petites filles avaient été tuées. Je me souviens d'un immense sentiment de colère et d'impuissance. One white man named Lincoln supposedly fought the Civil War to solve the race problem, and the problem is still here. Then another white man named Kennedy came along running for president and told Negroes what all he was going to do for them if they voted for him, and they voted for him, 80%. He's been in office now for 3 years, and the problem is still here. When police dogs were biting black women and black children and black babies in Birmingham, Alabama, that Kennedy talked about what he couldn't do because no federal law had been violated. And as soon as the Negroes exploded and began to protect themselves and got the best of the crackers in Birmingham, then Kennedy sent for the troops. And there was no, he didn't have any new law. When he sent for the troops, when the Negroes erupted, than he had at the time when whites were erupting. So we are within our rights and with justice, with justification, when we express doubt concerning the ability of the white man to solve our problem, and also when we express doubt concerning his integrity, concerning his sincerity. Because you will have to confess that the problem has been around here for a long time, and whites have been saying the same thing about it for the past 100 years, and there's no nearer a solution today than it was 100 years ago. After a while, we began to notice. La famille d'Elijah Muhammad a commencé à manifester des signes de mécontentement. From Elijah Muhammad's family. De temps en temps, les gens laissaient échapper de petites remarques qui montraient que l'ascension de Malcolm les dérangeait. Tout le monde le reconnaissait comme le porte-parole du mouvement. C'était bien, mais en même temps, il récoltait toute la publicité et l'attention des médias. Il n'y en avait que pour Malcolm X. On entendait de moins en moins le nom d'Elijah Muhammad. Malcolm est convaincu qu'il saura faire taire les jalousies au sein du mouvement. Mais en novembre 1963, les tensions entre le messager et lui atteignent leur point culminant. On était en train de boire un café dans un restaurant quand on est venu prévenir le capitaine Joseph que sa femme était au téléphone. Il s'est levé pour prendre l'appel. Quand il est revenu, il était manifestement bouleversé. Sa femme venait de lui apprendre l'assassinat de Kennedy. Malcolm a envoyé quelqu'un chercher un poste de radio, et là on a entendu le présentateur annoncer «
Nous confirmons la nouvelle. On a tiré sur le président à Dallas, au Texas, et pour l'instant, nous ignorons la gravité de son état. Tout de suite, Malcolm a eu cette réflexion. Ce diable est mort. John F. Kennedy had been assassinated. Après l'assassinat de John Kennedy, M. Muhammad a demandé à son fils d'appeler Malcolm. Wallace lui a dit « Frère ministre Malcolm, mon père m'a dit de vous dire que John Kennedy a été assassiné et qu'il n'est pas question de faire le moindre commentaire désobligeant. C'était le président des États-Unis et les gens l'aimaient. » Les Black Muslims ont prévu de tenir un meeting au Manhattan Center à New York. Le jour dit, Elijah Muhammad appelle Malcolm et le somme de ne pas évoquer la mort du président. And he went into this litany, Malcolm a commencé son discours en parlant de dirigeants d'autres pays qui avaient eu à souffrir des agissements du gouvernement américain et de ses agents. Et en comparant la situation avec ce qui était arrivé à Kennedy. Il a dit « Patrice Lumumba est mort. » Aujourd'hui, sa femme est veuve, son peuple n'a plus de chef, et le gouvernement américain est en partie responsable. Puis, il a continué à évoquer tous les cas où le gouvernement des États-Unis avait été impliqué. En conclusion, il a déclaré que lorsqu'on génère ce genre de situation dans le monde, les choses finissent fatalement par vous revenir en pleine figure. This statement is from Messenger Elijah Muhammad, the leader of the Muslims in America. Minister Malcolm Shabazz, addressing a public meeting at Manhattan Center in New York City on Sunday, December the 1st, did not speak for the Muslims when he made comments on the death of the president, John F. Kennedy. He was speaking for himself and not Muslims in general. And Minister Malcolm has been suspended from public speaking for the time being. Alors que Nation of Islam pleure officiellement le président assassiné, ses dirigeants annoncent que Malcolm X est interdit de parole pendant 90 jours. Il ne prononcera aucun discours et n'aura aucun contact avec la presse. Isolé et épuisé, Malcolm accepte une invitation à Miami, où le jeune boxeur poids lourd Cassius Clay s'entraîne en vue du match de championnat contre Sonny Liston. Bien qu'il n'appartienne pas à Nation of Islam, Cassius Clay fréquente les mosquées du mouvement depuis 2 ans et il a demandé à Malcolm de l'aider à se préparer mentalement à affronter Liston. En échange de sa réintégration, Malcolm propose de faire entrer Cassius Clay dans le mouvement, mais son offre est rejetée. Comme la plupart des Américains, les dirigeants de Nation of Islam considèrent le boxeur comme une grande gueule, qui a peu de chances de battre Liston. Malcolm assiste au combat. Cassius Clay épuise littéralement son adversaire. Au début du 7e round, Liston est si mal en point qu'il est incapable de quitter son coin. Cassius Clay devient le nouveau champion du monde des poids lourds. So I took him in 7. You took him in 7. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. Hold it. You're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. What do you think of Cassius' victory in Miami? I think it was a great victory. He proved he was the best man. And where were you during the fight? I was in the auditorium watching the fight. Right at ringside? Right at ringside. I was in seat 7. Les dirigeants du mouvement court-circuitent Malcolm et contactent directement le boxeur. Ils acceptent le jeune champion au sein de Nation of Islam et annoncent qu'il a pris un nouveau nom, Mohamed Ali, lors de leur convention annuelle le 26 février. Malcolm n'a pas été invité.
C'est son ancien protégé, le ministre de Boston, Louis Hicks, qui présente à sa place l'honorable Elijah Muhammad. Le ministre Malcolm était honnête. Il se consacrait à l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. À côté de ça, les gens qui détenaient le pouvoir à Chicago se consacraient à l'amélioration de leurs propres conditions de vie. Il les a accusés de prendre l'argent, d'acheter des bijoux et des fourrures et de transformer Nation of Islam en organisation criminelle. Beaucoup de gens haut placés au sein du mouvement avaient été formés ou convertis par Malcolm. Ils se contentaient de leur statut. D'autres n'aspiraient qu'à une chose, devenir le numéro 1. Si Elijah Muhammad mourait et que Malcolm prenait la tête du mouvement, il y avait des chances pour qu'il commence par faire le ménage et par chasser les marchands du temple. C'est pour ça que certains voulaient se débarrasser de lui avant la mort du vieil homme. Le 8 mars 1964, Malcolm annonce qu'il quitte Nation of Islam. Il fonde une nouvelle organisation baptisée Muslim Mosque Incorporated, ouverte à tous ceux qui désireront le suivre. Il n'ignore pas que la création d'un mouvement rival sera perçue comme un défi à l'autorité d'Elijah Muhammad. Malcolm était certainement le fils préféré de Harlem et de ses habitants. Les gens voulaient entendre sa version de l'histoire. Elijah Muhammad était un portrait accroché au mur, quelqu'un dont on citait le nom mais qu'on ne connaissait pas. Harlem connaissait Malcolm et lui est resté fidèle, bien après la scission. You and I have to be right there breathing down their throat. Every time they look over their shoulder, we want them to see us. We want to make them pass the strongest civil rights bill they've ever passed. Because we know even after they pass it, they can't enforce it. In order to do this, we're starting a voters registration drive. We have to get everybody in Harlem registered, not as Democrats or Republicans, but registered as independents. If you don't have the sense of responsibility to get registered, we'll move you out of town. Malcolm est partisan de mesures plus agressives pour que les Noirs obtiennent un pouvoir politique plus important et prennent entièrement le contrôle de leur communauté. It's going to be the ballot or the bullet. D'autres groupes ethniques venaient s'installer chez nous. Ils étaient propriétaires des magasins, ils dirigeaient les écoles et les supermarchés, les cinémas. Presque tout ce qui générait des bénéfices au sein de la communauté était aux mains de gens qui n'en faisaient pas partie. My personal economic philosophy is also black nationalism, which means that the black man should have a hand in controlling the economy of the so-called Negro community. He should be developing the type of knowledge that will enable him to own and operate the businesses and thereby be able to create employment for his own people, for his own kind. And the social philosophy also is black nationalism, which means that instead of the black man trying to force himself into the society of the white man, we should be trying to eliminate from our own society the ills and the defects and make ourselves likable and sociable among our own kind. Le succès croissant du nouveau mouvement de Malcolm dérange les fidèles d'Elijah Muhammad.
Dans l'islam, traiter quelqu'un d'hypocrite n'est pas du tout la même chose que chez les chrétiens ou dans la vie courante. Dans l'islam, quand on vous accuse d'être un hypocrite, vous pouvez y laisser la vie. Je me souviens avoir vu dans un journal un article illustré par un des saints où on voyait Malcolm avec des cornes. Sa tête avait été coupée. On le traitait de Judas. Et je me souviens aussi des propos des ministres cités dans l'article. Peut-être pas Farrakhan, même s'il en faisait partie, mais il y en avait d'autres. En lisant le texte, je me suis dit, ils cherchent à le faire assassiner. Ils veulent sa mort. En avril 1964, Malcolm se rend en Arabie Saoudite. Depuis quelque temps, il étudie l'islam orthodoxe. Il arrive à Jeddah sur la route du Hajj, le pèlerinage que tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie. Quand on accomplit le Hajj, il faut respecter certains rituels. Tout le monde doit s'habiller très simplement, de façon qu'on ne puisse pas distinguer les gens par leur statut social et leur nationalité. C'est une manifestation de fraternité humaine. Meilleur souvenir de la terre d'Arabie, Allah m'a permis de visiter la ville sainte de la Mecque, où des pèlerins de toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs soulignées, et de tous les pays du monde font preuve d'un esprit d'unité et de fraternité tel que je n'en ai jamais vu ailleurs. Quel spectacle! El Hadj Malik El Shebaz. Et pensant peut-être que je ne saurais pas qui c'était, il avait ajouté entre parenthèses Malcolm X. Le 21 mai 1964, 2 jours après ses 39 ans, Malcolm rentre à New York. Malcolm, have your experiences with white-skinned Muslims in Africa and the Middle East made you feel that relations between Negroes and whites who are not Muslims is any more possible? When I was on the pilgrimage, I had close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white, and with Muslims who themselves would be classified as white in America. But these particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family, and therefore they looked upon all other segments of the human family as part of that same family. Now, they had a different look or a different air or a different attitude than that which is reflected in the attitude of the man in America who calls himself white. So I said that if Islam had done that for them, perhaps if the white man in America would study Islam, perhaps it could do the same thing for him. Malcolm, Are you prepared to go into the United Nations at this point and ask that charges be brought against the United States for its treatment of American Negroes? Oh, yes. Please. I think you're right in my chair. The audience will have to be quiet. Yes, as I pointed out when I was during my traveling, that African nations and Asian nations and Latin American nations look very hypocritical when they stand up in the United Nations condemning the racist practices of South Africa and that which is practiced by Portugal and Angola, and saying nothing in the UN about the racist practices that are manifest every day against Negroes in this society. Voyant que les médias s'intéressent de plus en plus à Malcolm, Nation of Islam intensifie ses attaques et tente de le faire expulser de chez lui. Quand Malcolm se présente au tribunal pour contester la procédure d'expulsion, il en profite pour dévoiler au grand jour la conduite d'Elijah Muhammad. Why are they threatening your life? Well,
primarily because they're afraid that I will tell the real reason that I'm out of the black Muslim movement, which I never told. I kept to myself. But the real reason is that Elijah Muhammad, the head of the movement, is the father of 8 children by 6 different teenage girls, 6 different teenage girls who were his private personal secretaries. C'était très grave. Accuser l'honorable Elijah Muhammad, c'était courir un très grand danger. C'était mettre sa vie en danger. Je vous le dis très franchement, on prenait le risque d'être abattu par un membre de Nation of Islam. Are you not, perhaps, afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh, yes. I probably am a dead man already. What do you mean? When you understand the makeup of the Muslim movement and the psychology of the Muslim movement, as long as I myself, by having confidence in the leader of the Muslim movement, if someone came to me and I had no knowledge whatsoever of what had taken place, and they told me what I'm saying, I would kill them myself. The only thing that would prevent me from killing someone who made a statement like this, they would have to be able to let me know that it's true. Now, if anyone had come to me other than Mr. Muhammad's son, I never would have believed it, even enough to look into it. But I had been around him so closely, I had seen indications of the reality of it, but my religious sincerity made me block it out of my mind. À l'Audubon Ballroom à Harlem, Malcolm annonce la formation d'un groupe politique sur le modèle de l'Organisation pour l'Unité africaine, créée outre-Atlantique. Frère Malcolm a fondé l'Organisation pour l'Unité afro-américaine pour rassembler ceux qui s'intéressaient à son programme politique, économique et culturel. Au cours de ses voyages, il s'était rendu compte qu'il y avait des gens ailleurs désireux de travailler avec lui, mais qui ne souhaitaient pas pour autant se convertir à l'islam. One of the first things that the independent African nations did was to form an organization called the Organization of African Unity. This organization of Afro-American unity, which has the same aim and objective, to fight whoever gets in our way. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere, and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. En juillet 1964, Malcolm est invité à la conférence de l'Organisation pour l'Unité africaine au Caire, aux côtés des chefs d'État d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans les années 1960, les Africains se méfiaient beaucoup de la politique étrangère des Américains en Afrique, parce qu'à cette époque, malheureusement, elle soutenait les politiques coloniales de pays comme la Belgique. La seule voix qui faisait écho aux aspirations des Africains aux États-Unis, c'était celle de Malcolm. Malcolm, what is your purpose here? Well, my purpose here is to remind the African heads of state that there are 22 million of us in America who are also of African descent, and to remind them also that we are the victims of America's colonialism or American imperialism, and that our problem is not an American problem, it's a human problem. It's not a Negro problem, it's a problem of humanity. It's not a problem of civil rights, but a problem of human rights. Malcolm se rend dans 14 pays africains et rencontre 11 chefs d'État. Les services de renseignement américains le suivent pas à pas. Au Nigeria, il reçoit le nom de Omo Wale, le fils est revenu. Il rentre aux États-Unis fin novembre 1964 et en décembre, il se rend en Angleterre pour un débat à l'Oxford Union Society. I read once, passingly, about a man named Shakespeare. I only read about him passingly, but I remember one thing he wrote that kind of moved me.
He put it in the mouth of Hamlet, I think it was, who said, to be or not to be. He was in doubt about something. To suffer the slings and arrows of outrageous fortune, moderation, or to take up arms against the sea of troubles and by opposing, end them. And I go for that. If you take up arms, you'll end it. But if you sit around and wait for the one who is cool and power to make that mind that he should end it, we'll be waiting a long time. And in my opinion, the young generation of whites, blacks, brown, whatever else there is, you're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built with extreme methods. And I, for one, will do what anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. Bien décidé à soutenir un front noir uni, Malcolm accepte l'invitation du comité de coordination non violent des étudiants à venir s'exprimer à Selma, en Alabama. C'est la première fois qu'il se rend dans un État du Sud pour travailler avec le mouvement des droits civiques. And I think that the people in this part of the world would do well to listen to Dr. Martin Luther King and give him what he's asking for and give it to him fast before some other factions come along and try to do it another way. La semaine suivante, on lui interdit l'entrée sur le territoire français, sous prétexte que sa présence troublerait l'ordre public. Il commence à comprendre que les forces liguées contre lui ne se limitent pas au seul mouvement Nation of Islam. Malgré cela, il ne baisse pas les bras. La nuit où il rentre de sa tournée européenne, sa maison est incendiée. Malcolm, sa femme enceinte et leurs 4 petites filles en ressortent indemnes. C'est certainement l'événement qui l'a le plus bouleversé. Cette fois, ce n'est pas le redoutable, l'indomptable Malcolm X qui était touché, mais le père de famille et le mari de Sœur Betty. Had you had any threats, anything like this? Had any threats? That's all I get is threats. I get not less than 6 or 7 threatening phone calls every day. J'ai été surpris d'apprendre que la maison avait été incendiée, mais pas que c'était un coup des Black Muslims. Je connaissais leur manière de se battre. Dans ce cas précis, personne n'aurait pu faire ça sans l'accord de Youssouf Shah. C'était impossible. C'était forcément un coup des Black Muslims de New York. Nation of Islam accuse Malcolm d'avoir mis le feu à sa propre maison plutôt que de se plier à la décision d'expulsion du tribunal. Plus tard dans la journée, le capitaine Joseph, le représentant du mouvement, se rend sur les lieux. Qui a incendié la maison? Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle a brûlé. Malcolm connaissait les responsables? Je ne sais pas. Il n'a jamais rien dit. S'il les connaissait, il aurait dû porter plainte. Certains journaux ont dit qu'il avait été menacé. Sa vie était-elle vraiment en danger? Peut-être. C'était ce qu'il disait. Pensez-vous aujourd'hui que le climat au sein de Nation of Islam représentait un danger pour lui? Vous savez, un mouvement rassemble toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions. Il y a des sympathisants qui pensent certaines choses. Et il y a ceux qui ne font pas partie de la communauté. Ils apprécient le discours, mais ils sont incapables de le mettre en pratique. Tout est possible. Tout était possible dans un tel climat.
Il faut que vous compreniez qui était M. Muhammad et ce qu'il représentait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. I wanted you to know that my house was bombed. It was bombed by the black Muslim movement upon the orders of Elijah Muhammad. Now, they had planned to do it from the front and the back so that I couldn't get out. And the fire hit the window, and it woke up my second oldest baby. But the fire burned on the outside of the house. But had that one gone through that window, it would have fallen on a 6-year-old girl, a 4-year-old girl, and a 2-year-old girl. And I'm going to tell you, if it had done it, I'd taken my rifle and gone after anybody in sight. I would not wait. And I say that because of this. The police know the criminal operation of the black Muslim movement because they have thoroughly infiltrated. The only thing that I regret in all of this is that 2 black groups have to fight and kill each other off. Elijah Muhammad could stop the whole thing tomorrow just by raising his hand. Really, he could. He could stop the whole thing by raising his hand. But he won't. He doesn't love black people. He doesn't even love his own followers, proof of which they're killing each other. They killed one in the Bronx. They shot another one in the Bronx. They tried to get 6 of us Sunday morning, and the pattern has developed across the country. The man has gone insane, absolutely out of his mind. Besides, you can't be 70 years old and surround yourself by a handful of 16, 17, 18-year-old girls and keep your right mind. You can't do it. My name is Gene Roberts. Je m'appelle Gene Roberts. J'avais été chargé par la police de New York d'infiltrer l'organisation de Malcolm et de dresser une liste de ses membres et des éventuelles armes qu'il possédait. Names, weapons if any. J'assistais aux réunions et de temps en temps, je faisais partie du service d'ordre. Un soir, pendant un meeting, j'étais devant avec 4 ou 5 membres de l'organisation quand j'ai entendu des éclats de voix au milieu, sur ma droite. Commotion in the middle to my right. Puis j'ai vu un jeune type s'avancer dans l'allée centrale et se glisser au 2e ou 3e rang où il s'est assis. Il portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge. En gros, l'uniforme des membres de Nation of Islam. Après le meeting, j'ai dit à mes supérieurs qu'à mon avis, c'était la répétition d'un attentat contre Malcolm. Mais je ne savais pas trop quand ça aurait lieu. Malcolm ne pense pas avoir plus d'1 semaine à vivre. Il a promis de révéler le nom de ceux qui complotent de l'assassiner au prochain meeting dominical à l'Audubon Ballroom. La veille, il m'avait expliqué que ce n'était pas une bonne idée que nous venions à la réunion. Mais le jour même, il m'a appelé pour me dire qu'on pouvait venir. J'étais toute contente parce qu'on ne s'était pas vu depuis 24 heures. Quand mon père a appelé ma mère pour lui demander qu'on vienne toutes à la salle Audubon, j'ai su que cette fois c'était différent. Le rythme s'était accéléré, il se passait beaucoup de choses. En même temps, c'était toute une aventure de se préparer et d'aller voir papa. On est arrivé à la salle. Il était en retard. On s'est installé dans une loge sur le devant, à droite de la scène. Malcolm est arrivé. Je l'ai escorté depuis le milieu de la salle jusque dans les coulisses.
En arrivant, j'avais remarqué qu'il y avait déjà plusieurs personnes. Trois hommes s'étaient installés au premier rang. Ils étaient assis et lisaient le journal. Personne ne leur prêtait attention. Malcolm était toujours dans les coulisses. Puis Benjamin Goodman est monté sur scène et a ouvert le meeting. J'ai ouvert le meeting. Il était assis juste derrière et m'a dit « Fais simple ». C'était toujours ce qu'il disait quand on le présentait. J'ai annoncé le ministre Malcolm. Il n'aimait pas les chichis du genre « Et voici le merveilleux ministre Malcolm ». Alors, on faisait simple. À ce moment-là, j'ai entendu de nombreux coups de feu. J'ai levé les yeux. Les trois hommes assis au premier rang sont passés de la droite à la gauche de Malcolm en lui tirant dessus. J'ai vu mon mari tomber. Tomber en arrière. Il ne s'est pas effondré, il est tombé tout droit. J'ai complètement oublié les enfants. Je me suis précipitée vers lui. J'étais face aux assassins. Je les ai vus se lever et tuer mon père. C'est une image... Je me suis demandé si j'aurais pu l'empêcher. Trois membres de Nation of Islam sont arrêtés et condamnés pour assassinat. Mais l'hypothèse d'un complot plus vaste visant à réduire Malcolm X au silence n'a jamais été explorée. Malcolm X said that the black Muslims were trying to kill him and he was going to name those he thought would commit the crime yesterday before he was shot. Did you comment on that? I don't have any knowledge of anyone trying to kill Malcolm. Je n'ai eu aucun remords, je n'étais pas désolé. Désolé de quoi? Comme l'a dit M. Muhammad, il prêchait la violence, il est mort de façon violente. C'était un hypocrite. La veille des funérailles, Nation of Islam tient sa convention annuelle à Chicago. When I got the news that my brother Malcolm had been shot dead. And I was shocked. But I know that he was traveling on a very reckless and dangerous course. And if I was to say I was not shocked, I would be telling a lie. So brothers and sisters, I appreciate these few minutes of speaking to you. Brother Malcolm is dead. And there's nothing we can do to bring him back. And we would be ignorant, with conditions as they are today for the so-called Negro, to get confused and go to fighting and arguing among ourselves and forget all about the one that caused us to be in this condition in the first place. Le jour de l'enterrement, je suis resté dans une chambre d'hôtel avec mon frère Philbert. On a regardé la cérémonie à la télévision. Beaucoup de gens pensent que j'aurais dû y aller, mais je n'en avais pas l'intention. Compte tenu des circonstances et des gens auxquels on avait affaire, mieux valait bien réfléchir. Je n'avais rien à faire là-bas.
Rien ne disait qu'un cinglé n'était pas venu pour accomplir la volonté divine. En voyant un membre de la famille, qui sait ce qu'il aurait pu faire. Alors je n'y suis pas allé. C'est pour ça que je suis toujours en vie. De tous les leaders que j'ai connus, admirés, côtoyés et suivis, c'est lui dont j'ai été le plus proche. J'ai eu le sentiment de perdre un fils. Alors j'aimerais que mes enfants et les générations futures connaissent cet aspect essentiel de Malcolm X. Il a incarné notre virilité. C'était notre prince noir en armure étincelante, qui n'a pas hésité à mourir pour nous parce qu'il nous aimait. J'ai pensé qu'en lui rendant hommage, on saluait ce qu'il y avait de meilleur en nous. Une fois la cérémonie terminée, les Black Muslims sont venus l'habiller pour l'enterrer selon les rites funéraires musulmans. Puis nous sommes tous allés au cimetière. Les fossoyeurs étaient sur place avec leurs pelles, mais parmi nos frères noirs, certains ont dit non. C'est nous qui allons creuser la tombe et couvrir notre frère de terre. À cet instant précis, j'ai été fier d'être noir. And I was proud at that moment to be black. Well, what is your ultimate aim? The only way the problem can be solved. First, the white man and the black man have to be able to sit down at the same table. The white man has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of that Negro. And the so-called Negro has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of the white man. Then they can bring the issues that are under the rug out on top of the table and take an intelligent approach to get the problem solved. Do you consider yourself militant? I consider myself Malcolm.